Plus les jours passent et plus on se rapproche de l'échéance fatidique. Le rendez-vous qu'on attend toutes et tous, quasiment toute l'année finalement, le plus important. J'ai bien sûr nommé l'ECMA 2025, mais en attendant les amis, il y a des choses dont on doit parler, et notamment traiter de notre rendez-vous hebdomadaire de la FAQ dans laquelle je réponds à toutes vos questions que vous me posez sur ma story Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, Rodsters TV est le nom de mon compte et vous allez pouvoir poster vos questions et si elle est pertinente et souvent demandée, j'y répondrai. Et puis aussi, venez nous rejoindre en live quand nous réalisons ces petites vidéos. C'est toujours un moment extrêmement sympathique pour discuter. Alors avant qu'on commence les questions, bien évidemment, vous le savez, c'est de tradition. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne et sur l'actualité du monde de la moto. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas mal de petites choses intéressantes, notamment une vidéo que j'ai postée qui vous a pas mal plu avec mon bingo des annonces de l'ECMA 2025. Bien évidemment, quand un salon aussi important que l'ECMA arrive, il est de bon ton et de bon goût de faire une petite vidéo comme ça où on se dit on aimerait bien qu'il y ait ça, certaines choses qui sont très probables et puis d'autres peut-être un petit peu plus fantasmées, un petit peu plus, on va dire, imaginatives. Mais c'est toujours intéressant et puis à la fin, on fera les comptes une fois que je reviendrai de Milan parce que bien évidemment, je vais vous le couvrir ce salon comme chaque année avec une couverture médiatique de premier plan, des dizaines de vidéos YouTube, des centaines de shorts. Bref, je vais revenir extrêmement fatigué mais heureux et j'espère que vous aussi. Nous avons aussi eu l'annonce de Honda d'une nouvelle CB1000F, une machine néo-rétro sur base de la CB1000 Hornet. Ils ont décliné directement la plateforme et ils ont eu raison de le faire avec une machine qui semble vous avoir plu quand même parce que j'ai vu des commentaires sur la vidéo qui disait que le prix était plutôt bien positionné, que c'était la machine que les gens attendaient, que la CB1000 Hornet faisait peut-être un peu trop énervée, un peu trop agressive et que finalement cette CB1000F, elle leur convenait parfaitement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous aussi, vous avez été séduit par cette réinterprétation néo-rétro du gros frelon. Alors, nous allons commencer bien évidemment par la première question de Botzi 95380 qui nous dit « Tu en penses quoi de la Zontes 703 RR ?» Et je sais que cette question, vous êtes extrêmement nombreux à vous la poser. Tout simplement pourquoi? Parce que, cette machine, elle est au cœur de toutes les attentions actuellement. Cette Zontes 703 RR, c'est une moto que je vais bientôt pouvoir essayer. Quand je dis bientôt, c'est dans quelques jours. Pour la date de sortie du test, par contre, ne me posez pas la question parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Mais oui, effectivement, la 703 RR, c'est une machine qui est extrêmement intéressante de par ce qu'elle réunit. C'est une sportive qui se veut être un petit peu la concurrente de la 675 SRR chez CF Moto avec des lignes à couper le souffle. Je trouve que la moto est absolument magnifique, qu'il s'agisse de la couleur blanc-rouge ou gris-bleu, même si j'ai une petite préférence pour la première, et avec pas mal de choses ultra intéressantes, comme notamment un bel écran TFT, un cadre en aluminium, très léger, 11 kg seulement. Dites-vous que le Delta Box de la Yamaha R9 ne fait que 1,5 kg de plus. Pas mal de technologie, démarrage sans clé, surveillance de la pression des pneus, etc., etc. Machine vraiment très très chouette, avec des caractéristiques qui ont l'air cool, et pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je n'ai pas pu tester la moto, je n'ai pu la voir que à l'arrêt chez GDC Mobilité, à notre partenaire Zero Motorcycle et Zontes. Et je vous avoue que, en statique, la machine est quand même extrêmement sympa. Extrêmement sympa. Elle est très très belle, je suis assez impressionné par le résultat final. Il y a des petits détails de finition ici et là qui pourrait être amélioré, mais je vous rappelle qu'il faut quand même regarder ce qu'il y a écrit ici. 7 599 €. C'est un prix plancher pour une machine équipée avec une fourche Marzocchi, avec un cadre en aluminium, un 3 cylindres en ligne qui sonne d'ailleurs extrêmement bien d'origine. Franchement, j'ai qu'une hâte, bien évidemment, c'est de vous tester cette moto. En attendant, ce que j'en pense, c'est que ça a l'air bien parti. Et puis on verra bien une fois qu'on l'aura entre les mains et que je pourrai vous faire mon test et mon avis final, ce que ça donnera au final. Donc, ensuite, Olivier Evrard, 286, qui nous demande « Est-ce que tu penses que MV Agusta va présenter une nouvelle F4 ?» Alors, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi est-ce que j'ai pris cette question d'Olivier? Parce que MV, vous le savez, c'est une marque un petit peu exceptionnelle, qui font des machines. Bon, voilà, là, vous avez par exemple, à tout hasard, la F3 Competizione, qui est aujourd'hui, pour moi, peut-être la plus belle moto du monde. C'est une machine absolument hallucinante. Regardez-moi ça. Tout
tout dans la moto de A à Z est une œuvre d'art. Et c'est vrai qu'effectivement, MV Agusta, il nous propose des choses qui sont totalement dingues, totalement folles. Et la question d'Olivier, elle est intéressante. Il nous demande s'il pense que MV va présenter une nouvelle F4. Alors, pourquoi est-ce que la question est intéressante? Vous le savez, actuellement, il y a une machine chez MV Agusta qui est une sorte de sportive 1000cc, mais une sportive néo-rétro. C'est la Super Veloce 1000, ici dans sa série Oro, qui vaut, je préfère pas vous donner le prix parce que c'est indécent, c'est dans les 75 000 euros, donc voilà, on va même pas en parler. Bon, on est d'accord qu'on se situe quand même beaucoup plus proche de l'œuvre d'art que de la moto. C'est un truc complètement fou, mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait un bon moment que MV Agusta n'ont pas sorti de F4, de sportive, d'hyper sportive. La dernière F4 doit dater de quelque chose comme 2011 ou 2012, et ils ont le moteur pour le faire. La Brutal 1000 avec ses 208 chevaux, on peut quand même lui tirer un peu plus les verres du nez et venir la faire se taper un petit peu avec les Panigale et compagnie. Et la question en fait de Olivier, elle est doublement intéressante parce que récemment, MV Agusta ont annoncé la nouvelle génération de Brutal. En effet, le Roadster 950cc ici qui va bientôt être annoncé avec un moteur 3 cylindres en configuration Evo nous montre que MV Agusta sont dans une dynamique où ils essayent un petit peu de venir se remettre à jour, se remettre au goût du jour. Et ça accompagne en fait une philosophie qui est extrêmement intéressante chez MV depuis que KTM se sont séparés de la marque de Varese, puisque en fait, si on va regarder un petit peu les prix des MV Agusta, par exemple ici la Brutal, ici en version Dragster R, pardon, pas Brutal, Dragster R, on est à 15 700 €. De la même façon, si on va regarder une Brutal ici R, la machine est à 14 700 €. Et en fait, toutes les machines chez MV Agusta ont vu leur prix diminuer, mais diminuer façon. Par exemple, celle-ci, elle a perdu quelque chose comme 3 500 €. La Brutal 1000 RR, vous savez, la version ultra aboutie, elle est désormais à 32 000 € au lieu de 36 000. Et en fait, MV, ils ont littéralement dégommé leurs prix les uns après les autres, ce qui semble quand même logique parce que les machines chez MV Agusta, elles ont toujours eu du mal à se vendre. C'est surtout un des trucs en fait qui pose problème chez MV, c'est que vous ne faites pas de la rentabilité quand vous vendez des motos à 5 ou 6 exemplaires. Quand bien même elles seraient chères, quand bien même elles seraient exclusives, vous êtes toujours obligé de faire des concessions. Et là, pour le coup, maintenant qu'ils sont seuls et qu'ils dépendent plus d'un grand groupe comme KTM, il leur faut trouver des solutions. Et peut-être que c'est le bon moment pour eux d'annoncer une hyper sportive, de se relancer dans la course. Et donc, avec cette nouvelle Brutal 950 qui va arriver, on verra peut-être apparaître aussi, qui sait, une hyper sportive. Peut-être pas à l'ECMA, peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Prochaine question de la part de Amael ALMS qui nous dit « J'ai pris mes billets pour l'ECMA. Y a-t-il tellement de monde à ne plus en respirer ?» Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça me permet de vous donner mon expérience de l'ECMA pour toutes les années où j'y suis allé. Ça fait 3 ans maintenant que je vais à l'ECMA. Vous avez ici une infographie de l'ECMA 2024 et donc de ce qui s'est produit pendant l'ECMA 2024 en termes de statistiques. Et vous pouvez voir que, par exemple, nous avons eu 600 000 visiteurs sur le salon en l'espace de 5 jours. 5 jours, même 6 jours. Hein. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sachant que bon, le mardi, mercredi, c'est réservé aux professionnels et à la presse. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un secteur de l'industrie globale qui marche très très bien, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un secteur qui marche énormément, plus que le cinéma, plus que la musique aujourd'hui. Et il y a, de la même façon que des salons de moto, il y a des grands salons de jeux vidéo comme la Paris Games Week ou en Allemagne, la Gamescom à Cologne. La Gamescom à Cologne, cette année, c'est 220 000 spectateurs. 220 000 visiteurs, on va dire, qui ont pris leur billet pour y aller. Maintenant qu'on s'est dit ça, je reviens sur l'infographie de l'ECMA. 600 000. 3 fois ce que la Gamescom est capable de proposer. Donc, bien évidemment que la Gamescom, l'ECMA, c'est un truc de fou. Cette année, on va avoir 9 pavillons. Il faut savoir que quand j'y suis allé en 2022, il y en avait 6. Il y en a 3 de plus maintenant. Et quand je dis c'est des pavillons, l'Eurofiera Milano, qui est l'équivalent du parc des expositions à Paris, ces pavillons, ils font
150-200 mètres de long par 50 à 100 mètres de large, hein. C'est des trucs absolument délirants. L'ECMA, c'est le monde entier de la moto qui y va. Et donc, je préfère vous prévenir tout de suite que si vous avez pris vos billets pour l'ECMA, et particulièrement pour le week-end, vous risquez de voir des choses comme ceci. Je préfère vous prévenir que l'ECMA, c'est ce genre d'ambiance. Si vous avez la possibilité d'y aller le jeudi ou le vendredi, c'est un petit peu mieux. Parce que là, il y a des gens, je pense, qui ne réalisent pas que l'ECMA, c'est vraiment une fourmilière. Il y a une quantité de gens hallucinante. Et pour le coup, effectivement, si vous n'avez que la possibilité d'y aller le week-end, moi déjà, les mardis et mercredis qui sont des jours réservés aux professionnels, il y a des moments où je commence à avoir un peu de mal à pouvoir bosser correctement parce que, notamment le deuxième jour, le mercredi, on a de plus en plus de gens qui arrivent, c'est vraiment très très compliqué. Donc, pour les visiteurs qui veulent vraiment y aller, et surtout le samedi et le dimanche, c'est ultra complexe. Donc, je préfère quand même vous prévenir que c'est un truc un petit peu façon Disneyland, vous savez, faut se munir de courage et être prêt à accepter l'idée qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça reste quand même un rendez-vous incontournable et je vous invite à y aller si vous avez l'opportunité une seule fois dans votre vie, ne serait-ce que parce que c'est vraiment exceptionnel. Prochaine question, de la part de Antoine CPN qui nous dit « Hey, retour de la GSX-R plus rumeur d'une R1 V4, n'y a-t-il pas un retour des grosses sportives ?» Alors, c'est une question qui est intéressante et qui me permettra d'en brancher sur la dernière question. Est-ce qu'il y a un retour des grosses sportives ou est-ce que finalement il n'y a jamais vraiment eu de disparition des hypersportives? Moi je pense qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie parce qu'il est vrai que ce marché a beaucoup évolué, cette catégorie a évolué et on a vu certains compétiteurs, certains prétendants disparaître et d'autres rester. Typiquement vous avez ici la R1 en version Race, donc qui est une version non homologuée uniquement pour la piste parce que la R1 n'est plus vendue en version commerciale homologuée pour la route parce que effectivement le moteur Crossplane ne passait plus les homologations. La ZX10R actuellement, les dernières versions, c'est pareil, sont dans la même catégorie, mais il y a d'autres machines comme la S1000RR, comme la Panigale, comme la Honda CBR 1000RR qui continuent, et la RSV4 bien sûr, qui continuent à faire leur bout de chemin et à évoluer. Et je pense que la catégorie des hypersports, c'est pas une catégorie qui va disparaître un jour. Pour la bonne et simple raison que c'est la catégorie porte-étendard d'un constructeur. À certains moments, certaines machines disparaissent pour des raisons d'homologation, comme par exemple la GSX R1000, qui nous revient dans une version relativement peu modifiée par rapport à l'ancien millésime, enfin le précédent qu'on connaissait, mais il y a toujours ce truc de les hypersports font rêver, les hypersports sont les machines les plus proches du superbike et aussi finalement du MotoGP en quelque sorte. Elles héritent un peu des technologies qu'on voit en compétition et donc elles continueront, à mon sens, peu importe la façon comme le terme hypersportive va évoluer, peut-être qu'un jour les hypersportives ne feront plus que 700 ou 800 cc, ça je ne le sais pas, mais ce qui est sûr et certain c'est que je ne pense pas qu'elles disparaîtront, et à mon avis on va continuer à les voir arriver, les voir se faire développer, augmenter leur puissance, leur performance, leur technologie, parce que c'est à ça qu'elles servent à être un porte-étendard. Et du coup, la dernière question de cette FAQ, de la part de Reptile Cove qui nous demande « Qui sera la coqueluche de l'ECMA selon toi ?» Et alors là, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et ça vous le savez, mais je pense que objectivement parlant, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est qu'il y a des noms dans l'histoire qui résonnent comme des choses implantées, comme des normes établies. Et s'il y a un nom qui, à mon sens, cristallise cette notion de tout le monde sait ce que c'est, ce nom, ce n'est ni plus ni moins que GSX-R. Et à mon sens, la coqueluche de l'ECMA 2025 sera la GSX-R 1000R. Non pas parce que c'est une nouvelle moto incroyable, mais parce que c'est le retour d'une légende absolue qui a alimenté les rêves et les fantasmes de centaines de milliers de motards et motards dans le monde entier. Et le fait que cette machine revienne parmi nous, et qu'elle soit encore nimbée d'autant de questions comme son tarif, où on est véritablement en droit de se poser des questions, parce que aujourd'hui, la GSX-R 1000 n'est plus que
je vais pas dire l'ombre d'elle-même, ce serait quand même faire injure à une machine extraordinaire. Mais avec ses 195 chevaux, avec son écran LCD un peu daté, sa technologie qui semble plutôt un bon package, mais quand même pas au niveau de ce que la concurrence fait de mieux, on est en droit, encore une fois, de se demander à quel prix elle va être proposée, cette GSX R 1000R. Et du coup, pour moi, il n'y a pas à douter une seule seconde, ça va être indubitablement la machine qui va cristalliser tous les regards. Il y a beaucoup d'autres annonces qui peuvent potentiellement faire du bruit, notamment le projet Master of Speed de CF Moto, potentiellement aussi des annonces du côté de Yamaha ou Honda. Mais s'il y en a une seule sur laquelle je pense que tout le monde va se ruer et va vouloir la voir, c'est bien évidemment le retour de l'hypersportive légendaire de Hamamatsu. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vais conclure cette FAQ en vous envoyant directement sur mon bingo de l'ECMA 2025, si vous ne l'avez pas encore regardé, dans lequel j'évoque un petit peu les possibilités de nouveautés à l'ECMA, de grosses annonces qu'il y aura. Et du coup, ça permet de commencer à se faire un petit peu une idée et de voir comment tout ceci va se passer. En attendant, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer votre cloche de notification, c'est hyper important puisque on est dans le money time, dans le moment où toutes les annonces tombent, donc il ne faut pas les rater, c'est très très important. Et en attendant les amis, avant l'ECMA, on aura encore beaucoup de choses à se dire. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!